Donc, je m'appelle Sébastien Pruvot, je suis maître de conférences en espagnol en civilisation hispano-américaine et plus précisément en cinéma hispanique au sens large. J'ai commencé par le cinéma cubain et pour des raisons évidentes, je me suis ouvert à quasiment tous les cinémas hispaniques et je travaille à l'Université des Antilles, Paul Schulcher, en Martinique. Voilà. Le titre exact de ma thèse, c'était Engagement et recherche formelle dans l'œuvre du cinéaste cubain Enrique Pineda Barnés. Alors, vous l'avez Engagement soutenu, et recherche formelle. et vous Voilà. l'avez soutenu en Ça a quelle été année? soutenu en décembre 2015, le 15 décembre 2015 pour être précis. C'était à l'Université de Bourgogne à Dijon, Et qui sous la était direction d'Emmanuel Larraz. très bien. Alors, cette thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours conventionnel d'hispaniste français avec une licence, une maîtrise, un DEA? Ou est-ce que vous avez des choses plus originales à raconter? J'ai envie de vous répondre les deux. Les deux. C'est à la fois un parcours classique qui s'est fait effectivement avec une maîtrise déjà sur le cinéma à l'époque, une maîtrise, puis une longue coupure parce que je suis parti pendant plusieurs années à l'étranger et qu'au départ, je ne pensais pas que mon avenir se passerait dans le monde universitaire. Simplement, j'étais traducteur-interprète. J'ai fait ma maîtrise, j'ai fait 2 années de sciences politiques, j'ai fait une école de traducteur-interprète, je me suis retrouvé à Madrid pendant de nombreuses années où j'ai vécu, parce que mon obsession de l'époque, et en tant que linguiste, je pense que vous comprendrez très très bien ça, c'était devenir bilingue et biculturel. Et en rentrant en France, pour des raisons annexes, je commence à donner des cours un peu par hasard, mais avec beaucoup d'intérêt, hein, ça se passe bien. Ça se mêle tellement bien qu'un jour, un collègue me dit, tu sais, si tu veux avoir un poste fixe, tu as quand même intérêt à passer une thèse. Problème à l'époque, je n'avais qu'une maîtrise que j'avais déjà faite sur un cinéaste qui est le fameux film de Werner Herzog, La guerre, la colère de Dieu. Et puis, j'ai continué ensuite, donc j'ai repris mes études pour faire cette thèse en faisant un Master 2 sur un film Soy Cuba de Mikhail Kalatozov. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la thèse sur l'œuvre de Enrique Pineda Barnés, qui était le scénariste, ou plutôt le co-scénariste du film Soy Cuba à l'époque. Bon, Voilà. la question qui se pose maintenant, c'est savoir d'où vous vient cette passion pour le cinéma, et le cinéma cubain, latino-américain en l'occurrence. Alors, en général, j'ai envie de dire, au départ, ma passion pour le cinéma est une passion de cinéphile qui a commencé très jeune. Euh, j'ai quelques années derrière moi, donc je me souviens quand j'étais gamin, je regardais régulièrement les films du ciné-club de ce qui s'appelait à l'époque France 3, il me semble, un truc comme ça. Et j'étais nourri à coups de Truffaut, de Fellini, de Mankiewicz, d'Orson Welles, de Kubrick, sans doute mon favori. Et puis, le cinéma hispanique s'est imposé assez vite au départ. Le cinéma espagnol, c'était plutôt Saura, c'était Buñuel, évidemment. Euh, et le cinéma cubain est ensuite arrivé un petit peu par hasard. C'est à la suite d'un voyage. Je me suis retrouvé à Cuba et par une série de rencontres absolument incroyables, je me suis retrouvé un jour chez le cinéaste, chez Enrique Pineda en personne. Rencontre totalement informelle, une sorte d'apéritif. On se retrouve et je suis parti de chez lui à 5 heures du matin. Donc, je suis sorti de là en me disant, évidemment, il rencontre une espèce de rencontre, une sorte de forme d'évidence qui s'était dessinée entre nous. Et les choses étaient très claires. Moi, je voulais faire un truc qui me passionnait. Soit je faisais un truc qui me passionnait, soit ça ne marchait pas. Mais pour être très sincère, jusqu'à avant ce moment-là, le cinéma cubain, c'était Permuta, c'était fraises et chocolat, et c'est tout. Oui. Il y avait du cinéma argentin, oui, il y avait d'autres cinémas américains, il y avait Fernando Solanas, il y avait Glauber Rocha, il y avait Amour Chienne, voilà, mais c'est plutôt parti du cinéma espagnol. Pour des raisons évidentes, je suis européen, bon, bah, et c'est après qu'effectivement, sur place, là, tout s'est dessiné. C'était une véritable rencontre, oui, qui a eu lieu. Alors, pourquoi alors, ce cinéaste, on a bien compris, mais pourquoi ce sujet de thèse précisément avec ce titre, depuis cette perspective-là? Comment dirais-je, cette perspective-là, parce que je me suis vite rendu compte, quand je me suis intéressé de plus près à son corpus, alors j'ai commencé d'abord par Soy Cuba. Soy Cuba, c'est quelque chose de très important, hein, sur lequel il travaille donc comme co-scénariste à l'époque.
Et en interviewant le reste de l'équipe, je me suis rendu compte qu'effectivement, déjà dans ce Cuba, il y avait cette espèce de tiraillement qui me passionne toujours depuis, entre la création artistique, enfin, l'espace des possibles de l'artiste, réduit à une forme de comment dirais-je, de côté binaire, je ne sais pas comment dire ça autrement, imposé par la politique. Et Cuba, alors si tout est politique, pour reprendre une formule un peu galvaudée, mais qui a sa part de vérité, c'est sûr, à Cuba, là ce mot prend encore plus son sens. C'est même, c'est même le nœud gordien du problème. Et je trouvais que c'était intéressant de travailler là-dessus. Mais ça ne s'est pas dessiné tout de suite. C'est au fur et à mesure du visionnage des films, au fur et à mesure des discussions, que je me suis rendu compte qu'effectivement, Enrique Pineda, donc le réalisateur sur lequel je travaillais, était un cas d'école de quelqu'un qui avait à la fois un idéal révolutionnaire, qui était empreint de militantisme politique, et qui en même temps était un véritable artiste. Il le dit lui-même dans toutes les premières interviews qu'il donne, je suis un artiste. Et il ne le dit pas pour se vanter ou quoi que ce soit, il le sent profondément, il est comme ça. Alors, avant de devenir cinéaste, il est poète, il est écrivain, il est acteur de théâtre, il écrit des pièces de théâtre pour la radio, il est acteur à la radio, il a étudié aussi un petit peu la danse, bref, il chante, il a une sorte de vision quasi panoramique de tous les arts, sauf le cinéma, dans lequel il se forme en 1962. Il rentre à l'ICAC en 1962, 3 ans après la création de l'Institut cubain des arts et industries cinématographiques. Donc, il est pris dans le mouvement de la révolution cubaine. En fait, c'est une histoire qui commence un peu plus tôt, en 1957. Il apprend un peu par hasard, parce qu'il est dans son monde d'artiste, qu'un certain Fidel Castro a écrit un manifeste, l'histoire Matsudrab, mais dont il prend connaissance seulement en 1957, soit 4 ans après sa publication. Donc il tombe de haut, et en même temps, c'est une sorte de flechazo, quoi, d'amour immédiat pour cette révolution cubaine, et puis pour des désirs de changement évidents. Les époques Batista, on le sait, ont été terribles. Il y a une sorte d'envie d'en finir. Et l'ICAIC offre cette espèce d'écrin. Un écrin qui est à la fois protecteur, puisque l'ICAIC intègre des cinéastes et des gens de tous bords qui travaillent dans le cinéma au sens large, mais c'est en même temps un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un cahier des charges et des règles politiques, des contraintes de publication, de tournage, de scénario. Ça commence dès le scénario, puisque le cahier contrôle tout de A à Z. Et ça, c'est pas du tout évident. En plus, dans le cas qui nous concerne, Enrique Pineda Barney était homosexuel. En plus, comme si ça ne suffisait pas, il a toujours refusé de s'inscrire au Parti communiste, qui de toute façon, d'après les renseignements que j'ai pris à l'époque, n'aurait pas accepté une inscription dans les du forme à cause de son homosexualité. Donc, voilà quelqu'un qui construit un cinéma, parce que je n'en ai pas encore parlé, un cinéma qui au départ est un cinéma vraiment militant, constitué essentiellement de fictions qui ont dont les noms même des fictions sont assez évocateurs. Meillas, Julio Antonio Meillas, David, qui renvoie Franck País, un révolutionnaire totalement oublié, le plus long documentaire, entre parenthèses, jamais créé dans le cinéma cubain, une merveille de documentaire qui contient des informations absolument essentielles pour comprendre beaucoup d'aspects de la révolution cubaine, et qui met le doigt d'ailleurs sur le rôle qu'aurait pu jouer ce Franck País, tué à 22 ans par la police de Batista, mais tué dans des circonstances très très étranges. Et apparemment, la correspondance entre Franck País et Fidel Castro démontrait que les liens entre les deux étaient très très tendus. Donc, il aurait pu être un concurrent. Je suis même tombé sur une vidéo, alors à prendre avec des pincettes, mais tout de même, de son frère, Agustín País, exilé à Miami, qui dit que Vilma Espín aurait donné un coup de fil qui aurait été déterminant pour pouvoir localiser País, et effectivement, le reste, on le sait. C'est donc, voilà, il y a cette espèce donc, il travaille sur Meillas, il travaille sur Franck País, il travaille sur 2 femmes qui ont été exécutées de sang-froid par la police de Batista, Lidia et Clodomira, qui étaient les ravitailleuses du Che et de Fidel Castro, dans un film qui s'appelle Aquella larga noche. Et puis, ça, ce sont les fictions officielles, souvent des films de commande, pas tous quand même, mais de toute façon, quand c'est pas un film de commande, il s'auto-commande lui-même
une sorte comment on peut dire, de louange de l'héroïsme révolutionnaire, car les héros révolutionnaires, c'était longtemps passion. Et à côté de ça, il y a toute une production de courts-métrages, souvent des documentaires, qui, eux, sont beaucoup plus critiques, qui sont beaucoup plus incisifs, qui sont plus mordants, mais dans lesquels, évidemment, bon, qui ont été victimes de la censure, simplement on les oublie, on ne les projette pas, ça suffit, et qui lui ont valu quelques soucis, elle était mise à l'écart. La Bahía de la Alhambra, qui intervient en 89, qui est son seul film populaire, sa seule fiction populaire, qui est un très beau film, un film complet, riche, ce que j'appelle un film millefeuille, dans lequel chacun peut tirer un peu l'idée, enfin en tout cas le thème qui l'intéresse, pour dire très très vite la condition de la femme dans les années 20 et 30 à Cuba, le théâtre vernaculaire, la musique, merveilleux hommage à la musique d'avant la salsa, les prémices de la musique moderne cubaine. C'est un film qui essentiellement est centré autour du son, mais il n'y a pas que le son, il y a le danzón, il y a le bolero, il y a le cha-cha, le guaguancó, etc., la rumba. Très bel hommage. Et puis un film politique. On en revient toujours à la même histoire. Un film politique qui critique évidemment Machado, mais derrière la critique de Machado, quand on s'est lié entre les lignes, évidemment, il y a une critique envers Fidel Castro. Et comme par hasard, ce film, qui a été quand même reçu 42 prix internationaux, nommé aux Oscars, meilleur Goya du film, du film étranger en langue hispanique, est un film, quand on rentre dans le hall de l'ICAI, c'est la seule affiche des grands films cubains qui manque à l'appel. Elle n'est pas là. Ça en dit long. Hein, voilà. Bon, toute une série comme ça de petites mises à l'écart, subtiles. Quand il demande il demande le matériel, l'argent pour faire le projet, on dit non, il n'y a rien, il n'y a pas un sou. Vous débrouillez tout seul. Donc il se débrouille tout seul. Il se débrouille avec 4 bouts de ficelle et il arrive à faire cette merveille, car c'en est une. Voilà, cette espèce en résumé, cette espèce de tentative de créer sous la contrainte politique et idéologique, me passionne, ça me passionne encore, bien sûr. Je trouve que c'est un sujet inépuisable et qui en dit long sur la création artistique en soi. Est-ce qu'on crée mieux dans un régime libre? Est-ce qu'on crée mieux dans un régime autoritaire? C'est un vrai débat de fond, hein, qui pourrait nous emmener très très loin. Et ce qui vous a amené au moins à quelle conclusion dans cette thèse sur ce sujet? Dans quelle conclusion? Là, je vais beaucoup vous décevoir. Que c'est très compliqué. C'est très compliqué de créer dans ces conditions. Mais on y arrive. Alors, lui, il est arrivé avec un peu moins de succès et un peu moins de brio que d'autres, mais on y arrive. Pour terminer dans la longue liste de ses qualités, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, ils ont été quand même prix national de cinéma en 2006. La Bahía de la Alhambra, je n'y reviens pas, j'ai cité tous les prix et l'enthousiasme du public. Lorsque les gens voient ce film, les 2 tiers de la population cubaine connaissent les chansons du film par cœur. C'est un véritable succès populaire. Mais il est aussi le premier à avoir fait un vidéoclip d'art cinétique. On est en 1964. C'est le premier à avoir tourné un film en couleur à Cuba. C'est le premier à avoir été nommé aux Oscars. C'est le premier à avoir tourné un film sur le ballet. Et c'est le seul, pour l'instant, à avoir tourné. Elle est morte, donc c'est fini. Un film sur le ballet d'Alicia Alonso, un film qui s'appelle Gisèle, qui est un film aussi très beau. Alors, à côté de ça, c'est vrai que son côté militant l'a un peu encorseté, et que le résultat, malheureusement, est limité, j'ai envie de dire, aux curieux, aux cinéphiles, ou alors, quand on a le bonheur de tomber sur la Bahía de la Alhambra. Après ça, d'ailleurs, quand il part de l'ICAI, ça ne faisait pas partie de ma thèse, mais lorsqu'il part de l'ICAI, il se consacre davantage au cinéma indépendant. Il sort du placard, hein, il avoue publiquement son homosexualité, avec son dernier film qui s'appelle Verde Verde, qui est sorti en 2012. Mais encore une fois, même dans ce film-là, même avec cette espèce de liberté, on sent qu'il y a une autocensure qui est toujours là, quoi, qui est sous-tendue. On ne s'en sort pas, quoi.
Mm. Donc, voilà, ma conclusion modeste, c'est que dans ce cas-là, c'est très difficile. Et encore une fois, il n'a pas eu le courage, l'opportunité, la personnalité, peut-être qu'ont eu un Thomas Gutiérrez Salera, évidemment, ou un Humberto Solas, qui eux sont allés plus loin dans ce processus. Ou pas les On verrait. mêmes, ou pas les mêmes amitiés. Exactement. Alors justement, vous avez lu dans ma pensée, ils n'avaient pas tout à fait le même réseau non plus. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes protections. Les relations à la fin entre Enrique Pineda et Alfredo Guevara, directeur de l'ICAIC, étaient extrêmement tendues. Ça commence bien, ça se termine mal. Donc ça aussi, ça en dit long lorsqu'on sait que pour les néophytes, Alfredo Guevara était un ami de la fac, de la fac de droit de l'université de La Havane de Fidel Castro. Donc il y a une véritable histoire de népotisme à travers ce choix. Et alors aujourd'hui, à Cuba, quel est son statut dans l'histoire cinématographique de Cuba? On lui fait quelle place, avec quel type d'étiquette? Alors, il vient de mourir le 12 janvier dernier. Les hommages ont été vibrants, ils ont été assez émouvants. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Il y a une sorte de réhabilitation qui a l'air de se mettre en place. Je dis bien qui a l'air de. Il faut toujours être très prudent. C'est à la longue qu'on va voir ce que ça va donner. Il me semble que on l'a un peu rétabli en fonction effectivement de toutes les qualités, de ces qualités de pionnier, d'explorateur quand même qu'il a eu. C'est à la fois un cinéaste militant et un cinéaste d'exploration. C'est quelqu'un qui a toujours essayé. Parfois de façon un peu trop didactique, c'est aussi son gros souci, mais je pense qu'il a contribué à ouvrir des pistes. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a joué, j'en ai pas beaucoup parlé, qui a joué un énorme rôle pédagogique. Il a été enseignant à l'Institut supérieur des arts, à l'ISA, et aussi à l'école de San Antonio de los Baños, l'école internationale de cinéma et de télévision. Et tous les élèves qu'il a eus reconnaissent son pouvoir pédagogique immense et son enthousiasme. Et donc, je crois qu'il a transmis une sorte d'enthousiasme, de capacité à transmettre et cette capacité à explorer, à avoir envie d'explorer vers de nouvelles directions. Pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire pas forcément dans le sens, comment dirais-je, spectaculaire du terme, c'est-à-dire pour faire plaisir uniquement au public. Hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, ça c'est encore un autre débat. Mais je pense que l'une des clés de sa réhabilitation est là, parce qu'on va continuer à le considérer comme un simple explorateur, un simple pédagogue ou aussi un grand cinéaste. Bon, c'est vrai que la sortie de l'anonymat, certains d'ailleurs quand le film sort, certains critiquent parlent d'un véritable miracle, parce que jusqu'à présent il a été un peu resté dans l'ombre. Est-ce que c'est ce miracle qui va donner des suites ou pas? Il y a un autre film aussi dont je n'ai pas parlé, qu'il avait fait, qui était très intéressant, qui s'appelle Annunciation, qui est de 2009, dans lequel il met le doigt sur la tragédie de l'exil cubain, la déchirure de l'exil, des familles qui se séparent et qui se reverront probablement jamais pour la plupart d'entre elles, ou sporadiquement quand on peut se rendre à Cuba et revoir les siens. Et un film aussi très, très émouvant, mais qui n'a pas eu non plus un succès colossal. Voilà. J'espère avoir répondu. C'était très complet et ça donne envie de voir ou revoir ces films, c'est vrai. Alors, Merci. à part le rôle qu'a joué votre directeur de thèse, sur lequel vous pourrez d'ailleurs revenir, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle décisif, que ce soit pédagogique, intellectuel ou simplement personnel, dans le processus d'élaboration et d'écriture de cette thèse? Oui, alors bien sûr, des rencontres avec le réseau de gens que j'ai connus à Cuba, notamment son principal caméraman, qui est Raúl Rodríguez, qui a beaucoup tourné avec d'autres cinéastes. Il a tourné avec Solas, il a tourné avec Titon, il a tourné avec un immense caméraman. Personnage absolument passionnant, parce que quand on lui parle, on ouvre une véritable bibliothèque, il est bourré d'anecdotes. C'est un monsieur qui est
je vais utiliser ce terme, mais là, tant pis, j'ai utilisé le terme de génial, tant pis, voilà, parce que c'est quelqu'un, une espèce de passion qui vous contamine, quoi. Il vous parle, vous n'avez plus envie de le lâcher. De toute façon, vous êtes obligé de le couper parce que sinon, ça ne s'arrête plus. Il a des tas d'anecdotes et des anecdotes qui sont plus que des anecdotes sur le cinéma cubain. Vraiment, il m'a appris des choses passionnantes et notamment, il m'a aidé à défaire cette espèce d'imbroglio de relations extrêmement complexes et d'enjeux qui au sein de l'ICAIC et en dehors de l'ICAIC aussi, avec des cinéastes affiliés, non affiliés et avec le gouvernement. Là-dessus, à partir d'anecdotes apparemment banales, d'anecdotes de tournage ou d'anecdotes de préparation des films, d'anecdotes de scénario, etc. Donc Raúl Rodriguez. Ensuite, puis d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées qui ont été passionnantes, mais bon, l'histoire est trop longue. Ensuite, je dois rendre hommage à une dame qui est une chercheuse brésilienne qui s'appelle Mana Biassa. Je suis en train de traduire son livre, qui a écrit un livre qui s'appelle Cinéma et Révolution, qui elle carrément m'a aidé à réamorcer ma thèse, qui s'enlisait un peu, parce qu'elle a très bien compris, elle a très bien analysé les rapports complexes entre le pouvoir et le cinéma et l'ICAIC. Son livre est très complet, c'est une véritable mine d'or pour tous les gens qui travaillent sur le cinéma cubain. Il est écrit en portugais. Alors, ma chance, c'est que ça va, je le parle et je le comprends bien. Mais le but du jeu, c'est de le traduire donc en français pour qu'il soit accessible à d'autres chercheurs, parce que c'est un ouvrage absolument passionnant. Il y a du boulot, je viens de commencer, mais c'est un magnifique ouvrage. Mariana Biassa, donc là, je tiens à la remercier. Et puis d'un point de vue strictement formel, mon frère qui travaille dans le théâtre et qui est extrêmement pointilleux sur le langage, et aussi un ami qui est en Bourgogne, et tous les deux m'ont énormément aidé, puis l'ami aussi à Paris qui m'ont énormément aidé pour améliorer le style. J'avoue que mon style écrit s'est considérablement amélioré depuis ma thèse. J'ai plus du tout le même rapport à l'écrit. Oui, c'est peut-être une porte ouverte que de dire un truc pareil, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à structurer ma pensée, à être plus précis, plus clair. Enfin, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Voilà, donc, et je dois aussi, oui, rendre hommage à une grande amie qui se reconnaîtra, qui est une collègue à nous qui travaille à Angers. Voilà. Bon, alors j'allais venir aux difficultés que vous avez rencontrées pour faire cette thèse. Alors, j'imagine que vous allez commencer par l'écriture, vous venez d'en parler, devenir capable d'écrire quelques lignes et puis 500 pages, 600 pages. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés qui seraient liées à votre sujet proprement dit ou des difficultés générales? Alors, le style, j'ai envie de dire, c'est en écrivant qu'on devient écriveron. Donc, je me souviens que les premières pages étaient lourdes. C'était des lourdeurs de style, surtout des phrases, des longues phrases. Donc, petit à petit, on finit par structurer tout ça et en se limitant à une idée par phrase, 2 grand maximum. Ça, ce sont des choses qui viennent petit à petit, qui ne sont pas évidentes, mais comme dirait l'autre, faire simple, c'est parfois très compliqué. Et ensuite, j'ai envie de dire, les difficultés ont été difficultés d'ordre matériel. Lorsqu'on travaille sur un pays comme Cuba, et un pays, j'ai envie de dire, en voie de développement, pour utiliser une expression diplomatique, on a d'énormes difficultés d'accès aux sources. Évidemment, les sources primaires, si je parle de films, j'ai des films qui étaient dans son corpus que j'ai dû totalement abandonner, qui n'étaient pas visibles, je ne pouvais même pas avoir de copies. Les copies étaient mangées par l'humidité et la chaleur et sentaient le vinaigre, copies traditionnelles. Tous ceux qui sont à la Cuba, qui sont intéressés au cinéma le savent, hélas. Il y a des soucis économiques liés au pays qui fait qu'on ne peut pas, on n'a pas l'argent pour, même si le gouvernement cubain a toujours argué avec raison que la culture était un de ses fleurons. Mais bon, entre le dire et le faire, il y a souvent une distance. Et ça, j'ai été confronté directement. Puis ensuite, des choses plus pratiques, simplement des sources en papier qui étaient dans un état absolument lamentable, voire illisible, que j'ai dû abandonner. Des sources qui, soi-disant, étaient à tel endroit qui n'y étaient plus, où l'institut en question était fermé. Il fallait revenir en 15 jours. Oui, super, mais je repars dans 3 jours. En France, je fais comment? Enfin, vous voyez, même quand on est un chercheur occidental qui a un peu de temps et un peu d'argent, je
me plains pas, je pense que j'ai fait partie des privilégiés. Ça peut devenir un véritable casse-tête. Je pense que ce problème se pose à chaque fois qu'on s'intéresse évidemment qu'on s'attaque à un sujet qui est lié à un pays en voie de développement, un pays du tiers-monde, etc. etc. C'est quasi inévitable. Alors heureusement, vers la fin de ma thèse, les capacités de numérisation sur Internet se sont accélérées et j'ai pu à la fin avoir accès de façon quasi divine à certains documents que je désespérais d'avoir. Et c'était tant mieux parce que c'était la fin, quoi. Le temps commençait vraiment à être limité et ça m'a sauvé, sur pas mal de points. Mais j'ai dû renoncer quand même à un certain nombre de choses à cause de ça. De toute façon, les sources, l'accès aux sources est à Cuba un véritable problème de fond. Bon, Je pense qu'il le demeure. Au terme de tout ce processus d'écriture difficile, d'accès aux sources difficiles, arrive la soutenance. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? Bah, écoutez, quatre excellents professeurs, et je ne dis pas ça pour les louer, c'est parce que c'était la vérité. Donc Emmanuel Larraz, mon directeur de thèse, Bénédicte Brémard, qui travaille à l'Université de Dijon, donc spécialiste en cinéma hispanique, Emmanuel Levagresse, qui travaille à l'Université de Reims, lui aussi immense spécialiste de cinéma hispanique, du cinéma espagnol plus précisément, et Sandra Hernandez, cubaniste, excellente cubaniste, qui à l'époque était à Lyon Lumière, je crois que c'est toujours le cas, j'espère ne pas dire de bêtises. Pardon. Et alors, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée? Un souvenir merveilleux, un souvenir absolument merveilleux. Vous dire que j'étais en lévitation n'est pas tout à fait loin de la réalité. Vous dire que les 3h30 ou 4 heures que ça a duré, j'aurais voulu que ça dure toute la journée. On est parti sur un débat qui n'en finissait plus. Non, c'était. Je me souviens je me souviens avoir vécu une impression étrange d'un décalement de ma personnalité. J'ai l'impression que j'avais un autre moi qui parlait à 20 ou 30 cm devant moi. Ça ne m'était jamais arrivé. C'était impressionnant. Une sorte d'accouchement, évident, mais pas que ça. C'était une espèce de jubilation, jubilation de pouvoir enfin faire partager aux autres ce que j'avais accumulé pendant des mois et des mois, et de tomber sur évidemment quatre personnes extrêmement réceptives, critiques, et positivement critiques, ou même quand elles l'étaient moins, c'était passionnant, quoi. On mettait le doigt sur des aspects qui me paraissaient tout à fait intéressants, puis des choses qu'on ne voit pas quand on écrit, même si j'avais pris la précaution de prendre 4 correcteurs, non pas 1 ou 2, mais 4, au cas où. Non, c'était un moment sublime. On a presque envie que des moments comme ça reviennent. Et là, bon, c'est unique. Mais on ne peut pas faire des thèses non plus tous les 4 ans. Hein. Non, mais on peut faire des habilitations à diriger les recherches. Voilà, exactement. Exactement. Bon, et alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignant et le chercheur que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencés par ce travail-là? Je dirais que d'une façon générale, c'est un travail qui m'a servi d'abord pour des raisons pédagogiques évidentes, hein, c'est constitue 60% de notre travail. Ça m'a permis, d'abord, j'ai le plaisir d'offrir quand même quelques petites perles du cinéma cubain à mes étudiants, et ça, c'est pas rien. C'est quand même déjà le premier avantage. Et puis, j'ai envie de dire que ça m'a ouvert l'esprit sur la façon d'aborder d'autres cinéastes, d'autres pays. Pas uniquement à travers le prisme de la politique, de l'héroïsme, du militantisme. J'arrive plus facilement à mettre en place, à mettre en relation entre un thème particulier et le sujet d'un film. Ça m'a permis d'associer, d'avoir simplement de structurer davantage ma pensée, de mieux le transmettre, il me semble, à mes étudiants. Enfin, en tout cas, j'ai quelques retours assez positifs, donc je pense que ça doit fonctionner pas mal. Ensuite, du point de vue de la recherche, je continue un petit peu à travailler là-dessus.
J'ai travaillé pas très longtemps sur un autre cinéaste, alors là, lui aussi injustement méconnu, qui commence lui à remonter la pente, qui s'appelle Nicolas Guillen Landrian, neveu de Nicolas Guillen, cinéaste noir et qui a été mis à l'index alors de façon beaucoup plus violente que Enrique Pineda, qui a fait un cinéma documentaire, alors exclusivement documentaire, aux allures à la fois provocatrices et cubistes, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est un sujet qui m'a passionné, sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps. L'article vient d'être publié d'ailleurs. Et j'ai envie de dire que ça m'a permis d'être plus efficace dans ma recherche des sources. Je sais où aller. Je sais, ou en tout cas, quand je tombe sur la mauvaise source, je ne m'y attarde pas. Je ne perds pas mon temps dessus, c'est déjà pas mal. Donc gain de temps, gain d'efficacité, savoir ce qu'on ne peut pas, ça c'est pas mal non plus. Voilà, ça aiguise mon appétit aussi, parce que la recherche, c'est quand même des éléments merveilleux, quoi. C'est vrai qu'il y a des tâtonnements, et puis à un moment donné, on tombe sur un ouvrage ou sur un article, parce que parfois ça peut partir aussi d'une simple interview, d'un simple article, et d'un seul coup, une espèce d'illumination qui se met en place, une espèce de chaîne qui se met en place, et bon sang, mais oui, il faut aller chercher dans cette direction-là, et ça, j'avoue que c'est assez jubilatoire, quoi. Alors, pour revenir à l'enseignement, ça s'enseigne comment avec des étudiantes maintenant, le cinéma historique, le cinéma politique? C'est une bonne question que vous me posez là. C'est pas toujours simple, on va être très clair, c'est pas toujours simple à une époque, mais là on dépasse de très loin la question que vous me posez, une époque où tout est un peu mâché, où on est bombardé d'images, bombardé littéralement, quoi, enseveli sous les images, ou noyé plutôt. Il faut d'abord réapprendre aux étudiants à analyser une image avant d'aller d'aborder le thème de la politique ou d'autres choses d'ailleurs, ou d'autres thèmes. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on peut commencer à aborder le non-dit des films. Le dit déjà, on peut commencer par ça, puis le non-dit. Mais ça passe d'abord par une maîtrise de l'analyse filmique, parce qu'évidemment, et vous le connaissez vous-même, on a des étudiants qui se jettent tout de suite sur une première interprétation sans avoir fait un état exhaustif de tout ce qu'ils voyaient, de tout ce qu'ils pouvaient voir. Or, tout est important. Il est évident qu'un cinéaste ne filme pas pour le plaisir de filmer, évidemment, il filme pour le plaisir de filmer. Je veux dire, tout ça est parfaitement pensé comme l'écriture d'un poème, d'ailleurs, fond et forme, et n'importe quel art. Et leur faire comprendre ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Je regrette infiniment que la semestrialisation à l'université nous oblige à aller très vite, trop vite. Et du coup, on est obligé de passer au-delà de tas de choses qui mériteraient d'être approfondies, qu'on pouvait faire il y a encore quelques années parce qu'on avait une année complète. Là, je vous avoue qu'on y remédie à coup de PDF, à coup de documents, à coup de polycopier, photocopier. Mais encore une fois, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué parce qu'en plus, le niveau à l'université, et ça n'est pas une légende, je trouve, a énormément baissé. Donc, c'est une lutte constante. Une fois qu'on y arrive, on y arrive assez bien. C'est-à-dire que je leur fais comprendre qu'on peut détester la politique. Pourquoi pas, hein. Mais que le mécanisme de fabrication de la politique est un mécanisme tout à fait passionnant, quoi. Il y a derrière ça des tas d'enjeux de pouvoir, des tas d'enjeux humains qui sont passionnants. Et j'essaie de leur montrer qu'il faut dépasser cette espèce de passion, justement, d'amour-haine qu'on peut avoir pour tel ou tel parti, pour comprendre que derrière tout ça, il y a en fait tout le mécanisme, tout le grand théâtre du monde qui se met en place. Et quand j'arrive à leur faire comprendre ça, alors là, oui, des choses se passent. Mais c'est compliqué, encore une fois, par ce manque d'heures que j'ai évoqué auparavant. Alors là, je vais vous poser une question pour avoir votre opinion. Mais si c'est délicat, il suffit de me dire que c'est une question trop délicate. Est-ce que vous avez vu, et le cas échéant, qu'avez-vous pensé de l'adaptation de la tétralogie de Padura des 4 saisons faites pour Netflix? Puisque vous êtes spécialiste du cinéma Hélas, cubain. je n'y ai pas eu accès. Je peux vous parler de Retour à Ithac,
mais pas de ça. Eh ben alors, Alors, retour à Ithac, j'ai trouvé ça passionnant. Ça fait un moment que je l'ai vu, hein, mais j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé que le travail entre Kanté et Padoula avait été très riche, très complet. Je trouve que le huis clos est remarquablement amené, le travail des acteurs est splendide. On sent la patte de l'écrivain derrière. Je trouve que les dialogues ne sont pas vains. Je ne sais pas si Kanté tout seul, enfin, c'est certain, il n'aurait pas pu s'en sortir, mais je ne sais pas s'il aurait pu arriver à un tel degré d'intensité dramatique sans l'aide de Padoula. Euh, mais, euh, mais encore une fois, je vous parle avec les souvenirs que j'ai qui sont un petit peu vieux. Il faudrait que je le revoie aussi. alors si je vais vous remettre en mémoire un élément, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du fait on est systématiquement sur cette terrasse, c'est-à-dire ou pratiquement tout le temps sur la terrasse, que donc on voit la Havane depuis la hauteur. Alors c'est bien de prendre de la hauteur, mais du coup, est-ce qu'on la sent, est-ce qu'on l'entend, est-ce qu'on la voit vraiment, cette Cuba qui est décrite depuis les conversations entre les amis de la génération cachée? C'est une excellente question. J'étais en train de réfléchir à ce que vous me disiez. Je disais huis clos et huis clos par exemple sur une terrasse qui est un lieu ouvert. On domine la Havane, certes. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a peut-être un peu cette espèce de paradoxe, oui, effectivement, dans lequel euh, on est plus déjà dans l'évocation du passé. Hein, ce sont ces amis qui se retrouvent après une longue absence. On est plus dans l'évocation d'un passé, de ce qui s'est passé, de leur relation, d'une Havane qui n'est plus ou qui aurait dû être. Je parle avec mes souvenirs, veuillez m'excuser si ce n'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est un peu la sensation que j'avais. Euh, c'est à la fois une réussite parce que oui, c'est très cubain, les dialogues sont très cubains, on est vraiment à Havane, il n'y a aucun doute. Et en même temps, c'est une Havane peut-être un peu rêvée, oui, un peu peut-être utopique, ou en tout cas qui fait partie d'un passé qui n'est plus là. Ça, 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 c'est pas tout à fait faux. ça pourrait être intéressant de faire un parallèle avec votre cinéaste, enfin vous voyez, votre auteur, votre cinéaste, pour Film de Varney, oui. la révolution au ras du sol et la révolution depuis la terrasse. Je, je pense que ça m'amuserait assez. Bon, alors revenons à la thèse. Merci en tout cas. Est-ce que vous l'avez relu? Alors, je l'ai relu, je commence à la relire, figurez-vous, parce que je m'occupe de la publication. Donc là, je suis obligé de m'y remettre. Sinon, jusqu'à présent, je ne l'avais relu que par bribes, de façon très intéressée, très pragmatique, parce que certains aspects, évidemment, m'intéressaient pour des cours ou pour de la recherche. Voilà. Mais c'est vrai que je commence à m'y remettre dedans. Ouais. Et alors, c'est douloureux, c'est agréable? Non, c'est pas si agréable que ça. Parce qu'on y voit plus que des défauts. On y voit, attends, cette phrase-là, non, ça n'a pas. Des erreurs que je n'avais pas vues, et pourtant des corrections sur corrections. Non, si, il y a des passages, effectivement, je suis partagé. Il y a des passages qui me paraissent tout à fait justes et même étonné. Je me dis, tiens, bon, j'ai pu écrire ça, moi. Et puis d'autres qui me semblent un peu lourds, un peu avec des fautes ou des trucs qui me semblent un peu trop corsetés, quoi, un peu trop universitaire au mauvais sens du terme, si vous me permettez cette. Donc ça veut dire que même 6 ans après la soutenance, on peut déjà avoir pris beaucoup de recul par rapport à sa thèse. Ah bah oui, pas mal, oui. Forcément, depuis, il y a des choses qui se sont passées. Et il faut. On a besoin de ça, on a besoin effectivement d'un certain nombre de règles et il le faut pour faire ça, sinon cette thèse n'existerait pas. Et à notre côté, effectivement, il y a un certain nombre de contraintes qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Mais aussi, il y a des raisons, là je parle d'un point de vue personnel, simplement il y a des passages qui sont un petit peu lourds, un peu mal amenés, un peu trop cousus de fil blanc, justement. Voilà. Et ça, je reconnais compte. Mais bon, après coup, on est toujours génial. Hein. Bon, quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Je crois que ça doit le sentir dans mon ton, si, au cas où il y aurait un doute,
il faut être passionné. Il faut être absolument passionné. Je dis à mes étudiants, vous savez, là, vous vous engagez avec un amoureux ou une amoureuse que vous allez avoir sur le dos pendant 3 ans minimum, voire 4 ou 5 si vous avez la chance d'être, ou pas la chance d'ailleurs d'être salarié ou faire autre chose. Donc, vous avez intérêt à être follement passionné de votre thèse parce que vous ne pourrez pas l'éluder, quoi. Elle devra vous hanter nuit et jour, ou en tout cas le jour. Ça. La nuit, il faut essayer de dormir quand même, mais bon. Donc, moi-même, je savais de toute façon que je ne pouvais pas faire un sujet qui m'aurait simplement intéressé. Ce n'était pas possible. Pas possible. Au moindre obstacle, j'aurais renoncé, j'aurais jeté l'éponge. Non, non, il faut être passionné. Pas grave, à la limite, essayer pendant quelques mois quelque chose qui ne convient pas et puis ne pas choisir le sujet tant qu'on est sûr que là, vraiment, vraiment, on est amoureux, quoi. Je suis désolé, je ne trouve pas d'autres termes. Oui, mais alors si on s'en tient au préjugé cliché que l'amour ne dure que 3 ans, on a intérêt à se dépêcher alors, hein? La passion ne dure que 3 ans, il Peut-être, faut se dépêcher. peut-être, ouais, peut-être. Vous n'avez pas tort. Ouais. Non, je ne sais pas, mais je pensais que vous alliez me poser la question. Faut faire attention parce qu'on est trop amoureux d'un sujet, on n'arrive plus à prendre la distance suffisante. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Je pense que justement, le fait de diversifier les sources, ça permet justement de, de doser cet amour, de comprendre que cet amour, en fait, doit être dédié à la réflexion, au sujet, bien sûr, mais surtout à la réflexion qui gravite autour du sujet. Et c'est une sacrée nuance, ça aussi. Bon, puis alors, d'après ce que je comprends, il faut conseiller aussi aux doctorants d'avoir de bons amis, parce que 4 relecteurs d'une thèse, c'est pas rien. Oui, alors je vous avoue que c'est un côté un peu obsessionnel chez moi. Je voulais rien laisser passer, en tout cas le moins de choses possible. Euh, oui, c'est évident que le réseau compte. Le réseau compte. Je dis toujours aussi à mes étudiants, trouvez-vous au moins 2 correcteurs et des casse-pieds, des vrais casse-pieds, des gens qui vous aiment mais qui vous laissent rien passer. Parce que si eux vous laissent rien passer, c'est évident que le jury n'en sera que plus favorable, en tout cas sera plus tolérant. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse et nous en faire un commentaire? C'est parti. Lors de notre dernier travail sur le film Soy Cuba de Mikhail Kalatozov, nous nous sommes rendus compte que les recherches sur l'œuvre d'Enrique Pineda Barney, co-scénariste sur cette fiction, étaient peu nourries. Soy Cuba constituait mon sujet de Master 2, hein, j'en avais parlé tout à l'heure, donc une fiction coproduite par Cuba et l'URSS en 1964, probablement l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, film maudit, censuré par l'Occident bien sûr, parce que c'est un film dit communiste, je cite, et puis censuré, curieusement, par les autorités cubaines et russes au motif qu'il était trop formel, c'est-à-dire beaucoup trop sujet par interprétation, et donc pas suffisamment politique, car c'est un film de commande à l'origine, un film qui est créé pour faire la louange de la révolution cubaine. Quand je tombe sur ce film, évidemment, je connais ce film par Enrique Pineda, qui n'est que co-scénariste. Je vois ce film, j'avoue que je suis fasciné par sa beauté esthétique. Le reste, ensuite, avec le recul, je trouve moins passionnant, mais esthétiquement, c'est une véritable réussite. C'est un peu trop, d'ailleurs, une réussite esthétique, et le reste a été un peu oublié. Mais je me dis, non, je découvre ensuite qu'Enrique Pineda, effectivement, n'est pas que co-scénariste, qui travaille en même temps sur un film qui s'appelle Gisèle, sur un ballet, qu'il a fait des documentaires tout à fait intéressants. Et je me dis, c'est pas possible, il faut travailler sur ce monsieur, quoi. Et je rencontre aussi, évidemment, en faisant l'état de la recherche, comme on dit, qu'il n'y a pas grand-chose sur lui. Il n'y a pas grand-chose sur lui à l'époque. Il y a un livre d'une centaine de pages, pas mal écrit d'ailleurs par un ami à lui qui s'appelle Pedro Noa à l'époque à Cuba, mais c'est un livre écrit à Cuba pour les Cubains, édité par une édition cubaine. Il y a simplement une très bonne partie de thèse écrite par une collègue qui s'appelle Magali Cabous, qui est à Lyon, qui a travaillé justement elle aussi sur la Bahía de la Alhambra, en faisant d'ailleurs, en travaillant sur un sujet qui vous tient à cœur, qui est la comparaison entre littérature et cinéma. Je me souviens qu'elle avait utilisé ce film, Memoria del Subdesarrollo, donc Mémoire du sous-développement, et Lucia de Solas. Mais bon, hormis la très belle partie écrite par Magali Cabous, quelques bribes, ça et là, qui n'ont pas beaucoup d'importance, et puis ce livre de Pedro Noa, je suis seul, quoi, je suis seul à m'intéresser. Donc je me dis, ben voilà,
Ça aussi, c'est le grand argument, c'est que non seulement il y a une véritable histoire d'amitié qui se lie entre lui et moi, entre ce cinéaste et moi, mais en plus, je vois que c'est un sujet quasiment vierge. Donc, j'ai envie de dire, la voie est libre, quoi. C'est parfait. Donc, en fait, cette première phrase est en fait, bon, évidemment, il faudrait lire la suite, mais c'est déjà un prédétonateur de ce que va être la thèse. L'envie de parler de quelqu'un dont on n'avait jamais parlé jusque-là, qui était injustement méconnu, qui méritait d'être replacé là où il devait être placé, c'est-à-dire d'occuper une position avantageuse sur une étagère et pas que. Et alors, pas forcément de Pineda, quel est votre film cubain préféré? Les C'est une très raisons, bonne question. les raisons ne sont pas forcément raisonnables, objectives, hein, Non, ça peut être… non, non, bien sûr, bien sûr. Ouais. J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup Guantanamera de Gutiérrez Alea, qui est une merveilleuse évocation de l'absurde. J'adore l'absurde. Je suis un fou de l'absurde. Ça aussi, c'est un des grands sujets que j'aime bien aborder. Et d'ailleurs, en parlant vous et moi, je suis en train de réfléchir qu'il faut que je travaille sur ce sujet-là. J'aime beaucoup La mort d'un bureaucrate aussi, qui traite finalement d'un sujet assez connexe. Mémoire du sous-développement, évidemment, qui est un véritable chef-d'œuvre. J'ai beaucoup aimé aussi Un hombre d'exito de Solas. La Bahia de l'Alhambra, évidemment, me semble un film grandiose. J'ai beaucoup aimé, et ça, ce sera beaucoup plus vite à réhabiliter, David, dont j'ai parlé tout à l'heure, le documentaire de Pineda Barney, qui est le plus long documentaire jamais fait dans l'histoire du cinéma cubain et qui est un véritable florilège de techniques d'expression cinématographique, d'hommage au cinéma vérité, au pop art, mais aussi qui met encore une fois en scène des tas d'acteurs d'acteurs de la révolution cubaine du côté de Santiago de Cuba. Et País, qui est omniprésent et surtout omni-absent, qu'on ne voit jamais, mais dont on entend la voix, dont on voit des portraits, puisqu'il est mort quand il tourne le film, il est mort 10 ans après le tournage du film qui a eu lieu en 67. Voilà, et puis plus récemment, j'ai beaucoup aimé aussi Conducta de Dalanas. Je trouve que c'est un film très juste, qui parle aux surprises, ou pas tant que ça, j'en sais rien, des problèmes d'éducation à Cuba aussi, à l'école, comme si c'était un problème uniquement occidental, pas du tout. J'ai trouvé que c'était un film bien vu, tout à fait juste, tout à fait sensible. Donc, voilà, il y en a d'autres, mais bon, j'ai du mal à choisir, oui, je suis un peu… Bon, on va rester avec toute cette liste et on a de belles heures devant nous avec ces images. Merci beaucoup pour cet entretien et puis globalement pour avoir accepté de participer à ce projet, ma thèse et moi. Merci beaucoup. Merci infiniment, Caroline Lepage, merci beaucoup.